Madame Henry. Oui, merci beaucoup. Du coup, on va faire une intervention à deux voix avec Mathieu Bitoun, mais ça reflète, ça reflète vraiment le travail de toute notre liste citoyenne. Donc, on est un peu les porte-parole de notre liste. Et on a pris le temps de vraiment lire ce rapport en entier, de réfléchir ensemble. L'idée, c'est voilà, qu'on questionne et qu'on propose aussi des idées, des initiatives. Donc, on espère être dans une démarche constructive et que vous serez à l'écoute de nos idées. Ça va être assez long, on va essayer d'être rapide, mais on a quand même fait un travail approfondi. Et juste en préambule, justement, on veut aussi souligner que recevoir les documents, alors je sais que le délai réglementaire c'est 5 jours, mais en fait on vous fait la demande si c'est possible, je sais que c'est compliqué parce qu'il faut que le document soit prêt, mais d'avoir les éléments le plus en amont possible parce que c'est compliqué pour nous de faire ce travail sérieux que nous on fait, de lire et de... Donc voilà, 5 jours, pour être honnête, on se réunit le dimanche matin. Hein, donc après, on y passe notre dimanche. Voilà. Donc on renouvelle cette demande que les documents nous soient communiqués, si possible, un peu plus en avance. Et puis sous une forme exploitable aussi, on aimerait nous pouvoir faire des analyses plus poussées sur le budget. Voilà. Dans votre rapport, donc, vous présentez des orientations budgétaires avec des axes de travail et des propositions de projets. Mais pour nous, il est indispensable, alors je sais que c'est un rapport d'orientation, hein, mais vraiment de passer des discours aux actes et donc d'associer les belles paroles avec des engagements concrets pour répondre à ces urgences. Donc on est très content de voir la transition environnementale qui apparaît de plus en plus, mais pour nous, on a l'impression que ça reste quelque chose de surface et on a envie que ça aille dans des vrais changements en profondeur et on a des idées. Concerne la partie sur les recettes, donc on note que malgré la perte de la taxe d'habitation, avec la récupération des taxes foncières, les recettes fiscales ont augmenté, comme le montre le graphique, donc c'est à la page 15. Il en va visiblement de même des dotations qui passent de 6,6 millions d'euros en 2020 à 7 millions en 2023. Et on note que pour les tarifs des services municipaux, donc vous avez noté, il est envisagé de ne pas répercuter systématiquement les hausses. Donc là, on se demande la signification de cette phrase. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura quand même la plupart des hausses qui seront répercutées ? Je vais lister plusieurs questions, puis après, il y aura un temps de... concernant les dépenses, notamment les hausses des factures énergétiques, on se dit que la mairie pourrait être davantage proactive et exemplaire sur le sujet. On aimerait avoir des actions prioritaires sur ce poste, avec notamment des mesures fortes pour diminuer nos consommations. Donc vous en parlez bien sûr sur la rénovation énergétique des bâtiments, mais on pense qu'on pourrait aller encore plus loin sur des labellisations et des normes de pointe sur des rénovations performantes, comme ça peut se faire un peu partout en France. Aussi au niveau de la sobriété de l'éclairage public et de l'autonomie de notre territoire. En ce qui concerne les investissements, on a l'impression qu'ils ne sont pas forcément à l'endroit où nous on aimerait qu'ils soient et où c'est important, puisqu'une bonne partie des investissements ne permettent pas d'être dans une démarche d'anticipation des futures crises à venir. Et la crise climatique dont on parle maintenant, ça fait longtemps que les experts et les scientifiques nous ont alertés sur ces crises. Et donc on trouve ça dommage que la ville de Sens n'ait pas pris toutes ces considérations, n'ait pas tenu compte de tout ça un peu plus en amont, et donc d'être dans une démarche d'anticipation. Donc on a besoin de vrais investissements pour répondre à ces urgences sociales, démocratiques et écologiques. Par exemple, on renouvelle, nous, notre proposition d'aller vers une alimentation locale et biologique pour tous, notamment au niveau des écoles, comme ça se fait dans d'autres villes, par exemple à Montpellier avec la caisse alimentaire commune, ou à Mouan-Sartoux avec sa cantine bio et locale depuis plus de 10 ans. Donc voilà, il y a des exemples de villes où c'est possible. On aimerait aussi un vrai investissement dans les mobilités douces. Alors, pour se déplacer actuellement à Sens, autrement qu'en voiture, c'est compliqué. Il n'y a pas beaucoup de pistes cyclables sécurisées. Les transports en commun sont pas assez développés. On a parfois des bus qui circulent une fois par heure, donc forcément les gens les utilisent pas. D'investir dans la rénovation thermique, mais de façon beaucoup plus massive. J'en reparlerai un petit peu tout à l'heure. Et la reconstruction des écoles, pourquoi pas aller jusqu'à des bâtiments à énergie positive, là où c'est possible, qui permettrait des économies sur le budget de fonctionnement sur le long terme. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une démarche où on n'est pas dans du court terme, mais on essaie de faire des projets qui ont du sens. Et je vais citer juste quelques éléments chiffrés qui, pour nous, semblent mettre en lumière quelques inadéquations entre des propositions et puis le discours sur ces urgences climatiques et environnementales. Donc on note dans le budget qu'il y a 4 millions d'euros pour les écoles, mais ça représente 21 écoles et groupes scolaires,
et on met en parallèle les 2 millions d'euros pour une église. Donc 4 millions pour 21 écoles, 2 millions pour une église, ça nous semble un petit peu étrange. Les 33 millions d'euros sur 4 ans pour les aménagements et la transition environnementale. Alors moi, ça m'a un peu fait sourire parce que je me suis dit, ils veulent montrer que la transition environnementale, c'est important, parce que j'avais souligné l'année dernière au budget qu'il y avait 0. Et donc je me suis dit, pour montrer que c'est important, ça a été mis avec aménagement. Et le problème, c'est que sur ces 33 millions, la majorité, en fait, c'est des aménagements. La transition environnementale, ça nécessite des vraies actions qui, malheureusement, ont un coût. Et donc, du coup, il faut des investissements. Et donc là, sur 4 ans, au final, on trouve des aménagements, de la voirie, et on se demande quels vont être les moyens financiers, notamment pour la mise en œuvre du PCAET, pour des projets liés à la transition environnementale, des actions concrètes de sensibilisation des usagers et d'accompagnement au changement. En ce qui concerne le renouvellement urbain, donc il y a 15 millions d'euros. En réalité, c'est un programme national qui est largement financé par des subventions. Et on se pose quelques questions par rapport à certains aménagements, notamment la réfection du pont neuf. Donc on se demande pourquoi ce pont a déjà besoin d'une rénovation. Je ne sais pas si vous pourrez peut-être tout à l'heure nous y répondre. On a une question aussi concernant la passerelle sur Lyon qui avait été proposée dans le programme. On trouvait que c'était un projet qui pouvait changer en profondeur la physionomie de la ville et redonner de la qualité de vie aux piétons, aux vélos, aux personnes qui vont à la gare, aux touristes. Donc là, on aimerait savoir ce qu'il en est, si ce projet a été abandonné. Une question aussi sur la réfection de la verrière du marché couvert pour 370 000 euros. Donc on se demande là encore si ce besoin est réel et pourquoi il y a déjà besoin de le rénover si rapidement. Enfin, au niveau des chiffres, donc 2 millions sur 4 ans pour la catégorie cadre de vie et espace naturel. Donc là encore, on trouve que ce montant n'est pas assez élevé. Et surtout, on se questionne sur la place réservée aux espaces naturels, parce que là encore, cadre de vie, ça veut un peu tout dire. Donc peut-être qu'on aura plus d'éléments dans le budget. Et on se demande aussi où se trouve le budget nécessaire pour créer les îlots de fraîcheur dont vous parlez tout au début du document, pour tous les quartiers de la ville. Donc là aussi, ça nécessite des investissements pour notamment planter des arbres. Par ailleurs, vous dites vouloir dématérialiser, donc c'est un terme qui est très à la mode, mais qui parfois est une fausse solution, parce qu'en termes de réduction de coûts, en fin de compte, ça peut être contre-productif, sauf dans quelques domaines précis. Et pour ça, il faut que la démarche elle soit accompagnée d'un effort de formation des agents et d'une réelle concertation avec à la fois les agents et les usagers, pour voir, vous l'avez dit tout à l'heure, mais vraiment remettre l'usager au cœur et prendre en compte les besoins. Et donc là, pour la dématérialisation, c'est important de faire cet effort. Et enfin, comme vous parlez beaucoup d'économies, de dépenses et de fonctionnement réduit, on aimerait savoir est-ce que ça va se traduire concrètement sur la réduction de la masse salariale municipale. Oui, merci. Je prends la suite. J'en profite pour vous souhaiter à toutes et tous une bonne année 2023. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire avec tout le monde. Donc pour la suite, c'était concernant les investissements. C'est un peu le cœur donc, des orientations que vous proposez. Et vous avez annoncé 6 axes. Le premier, c'est le lien intergénérationnel. Donc c'est une belle formule, mais là, je pense que nous, ce qu'on avait du mal à saisir sur quoi exactement ça portera. Vous y avez déjà répondu à plusieurs reprises. J'imagine donc au niveau du budget qu'on pourra analyser plus en détail quelles seront les mesures concrètes. Vous parlez d'inventer de nouvelles formes de solidarité, etc. Voilà, ça, pour nous, ça manque un peu de concret. On ne sait pas exactement ce vers quoi on va avec ça. On a l'impression que sur les travaux qui sont évoqués, Clos Leroy, INP, le plan de renouvellement urbain, c'est surtout d'anciens projets qui se continuent, de la continuité de rénovation engagée. Voilà, bon, là-dedans, il n'y avait pas beaucoup de matière, je trouve, pour discuter. Sur la notion de protéger, éduquer, émanciper, déjà, moi, la notion d'émancipation, je la trouve un peu étrange quand on s'adresse à ses habitants, parce je trouve ça un petit peu condescendant. Je ne comprends pas bien vers quoi vous voulez aller quand vous parlez d'émanciper les habitants. Donc peut-être il y a une discussion de fond à avoir là-dessus. Vous parlez, vous voyez, que la collectivité doit assurer un rôle d'instituteur du social. Je ne comprends pas exactement ce que vous voulez dire par là. Nous, ce qu'on préférerait, c'est qu'on s'oriente vers une véritable démarche de co-construction, où les Sénonais seraient écoutés et puis responsabilisés, investis dans les choix.
Vous parlez de qualité de la prise en charge des plus fragiles. Là encore, on se demande comment exactement, qu'est-ce que vous entendez par là? Parce que c'est bien de l'annoncer, mais il faut savoir vers quoi on va. Sur la partie budget de la police municipale, très bien. Donc on voit que la sécurité sur la voie publique est une ambition et c'est très bien d'avoir du personnel pour l'assurer. Je renouvelle un peu ma question de tout à l'heure. Pour nous, la vidéoprotection, c'est une source de coûts très important. Donc si on veut contrôler les coûts par rapport à des bénéfices qui restent très hypothétiques quand on regarde les études, notamment sur la voie publique, je pense que là, vous avez un filon superbe pour réduire nos frais de fonctionnement. La cité éducative et sportive, là, c'est une vraie question pour nous. On trouve que c'est un peu incompréhensible parce que ces derniers mois, il nous avait été dit que le projet ne devait pas se faire. Là, on a un peu l'impression qu'il revient par la fenêtre, on ne comprend pas trop. Bon, pour nous, on a un peu échangé sur le sujet. C'est pas un projet positif, et donc on aura l'occasion d'en rediscuter s'il est à nouveau porté à notre connaissance, s'il y a des délibérations à ce sujet-là. Ensuite, il y a tout un passage sur les devoirs de mémoire, les commémorations. Et là, on trouve que malheureusement, toute la partie, on va dire, éducation, émancipation, si c'est de l'émancipation, je ne sais pas trop, elle se résume en fait trop souvent à des actions un peu de cocarde, de drapeaux, de commémoration, de patriotisme un peu à l'ancienne. Il ne s'agit pas de l'ignorer complètement, il y a une partie intéressante là-dedans, il faut pas, c'est important le devoir de mémoire. Mais il y a quand même aussi d'autres choses et on aimerait bien voir plus de culture, d'art, de science, de culture d'aujourd'hui aussi. Donc on trouve que là-dessus, c'est un peu léger dans vos présentations. Vous parlez d'un parcours de prévention de la maternelle au lycée. Bon, ben là encore, on se demande prévention sur quoi, sur quel sujet? La sécurité routière, la santé, les harcèlements, les risques liés au numérique. Il y a de nombreux sujets qui peuvent être portés et donc il faut faire des choix. On aimerait savoir quels ils sont. Et la mise en accessibilité des bâtiments publics. Alors là, moi, je vous applaudis des deux mains. C'est important et on sait que Sens, c'est une ville, notamment en centre-ville, où l'accessibilité pose réellement problème, que ce soit pour les personnes handicapées ou tout simplement les gens qui ont une poussette ou des difficultés de déplacement. En revanche, pour nous, c'est quand même juste la mise en conformité avec des lois qui existent depuis longtemps. Alors j'imagine que vous voulez aller plus loin, mais c'est des lois qui s'imposent normalement depuis plusieurs décennies, hein, donc ce n'est pas vraiment un projet novateur. Et là-dessus, j'aurais une autre question. Je n'ai pas compris quelle était la part de responsabilité de la mairie, de compétence de la mairie par rapport à la gare, parce que c'est vraiment un sujet majeur, je trouve, l'accessibilité à la gare. Et j'entends que sans doute ce n'est pas de la responsabilité directe de la commune. Je pense que ce serait bien de lancer une véritable démarche sur ce sujet, parce que c'est un vrai handicap à tout point de vue, là, pour le coup, pour notre ville, je trouve. La modernisation ? Allons-y. L'axe de la modernisation. Donc, moderniser l'administration, pour nous, malheureusement, c'est souvent synonyme de diminuer les services publics en les remplaçant par du numérique ou en les externalisant. Dans les 6 axes, c'est celui où on a trouvé le plus de projets détaillés, en fait, au bout du compte. Donc peut-être c'est votre fibre start-upper qui s'est exprimée là-dedans. En tout cas, c'est un peu étonnant, après tant d'années de mandat, qu'il y ait tant de besoins de moderniser, etc. C'est un peu dommage. Plus sérieusement, il y a une alerte d'abord avec la fracture numérique. La question de la fracture numérique, on en a déjà parlé. Il faudra être vraiment très attentif à ça, je pense, parce qu'on sait, vous parliez des populations, notamment des anciennes générations. C'est des populations qui peuvent avoir beaucoup de difficultés d'accès à ce genre de services. Ensuite, a priori, vous parlez de remettre l'usager au centre de l'action, mais malheureusement, souvent, le but reste de faire des économies. Donc, Delphine en a parlé un petit peu tout à l'heure. Si on veut que ce genre d'action, et notamment, par exemple, la refonte du site que vous évoquez, etc., porte ses fruits, là, il faut vraiment être dans la concertation poussée, à la fois avec ceux qui utilisent et avec les usagers finaux et ceux qui animent, on va dire, les outils. Donc les agents qui seront en charge de ces parties-là. Sinon, on se retrouve souvent à la fin avec des sites labyrinthiques, bourrés de bugs, où en fait, on perd plus de temps qu'on en gagne. Hein, et ça crée beaucoup en plus d'agressivité, voire de violence.
voilà, auprès des usagers et au sein des services. Alors ensuite, vous parlez de ce grand audit que vous voulez mener sur l'efficacité des services. Donc, bon, c'est toujours intéressant de se poser des questions et d'aller essayer de voir dans le détail ce qu'il en est pour optimiser le fonctionnement apparemment. Donc, j'imagine que vous voulez essayer de faire plus avec moins. C'est un peu ce que j'ai compris de votre discours sur le fait de payer mieux, etc. On voit que ça passe par des non-renouvellements de contrats. Donc, il y aura probablement quand même plus de travail pour moins de personnes à la fin. Ce sera une vigilance à avoir quand même. On se demandait quel va être le coût de cet audit que vous voulez, si j'ai bien compris, prolonger jusqu'en 2026, parce que toutes ces études, ces enquêtes, ces audits, ça a un coût aussi. On l'a vu récemment au plus haut niveau de l'État, ça pose des questions. Donc est-ce que là-dessus, vous avez de la visibilité ou pas? Ensuite, bon, je passe un peu rapidement, j'en ai déjà un peu parlé. Vous dites que vous souhaitez que le plan de digitalisation permette de tendre vers 100% de réponses aux questions des usagers. Je me demandais est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de mesurer le taux de réponse aux usagers ou pas? C'est une question ouverte. Enfin, vous parlez d'un point d'entrée unique pour toutes les associations. Donc on se demande si ça va être l'occasion d'essayer de formaliser des règles ou des chartes un peu plus transparentes sur les attributions de subventions, les aides aux différentes associations, etc. L'axe suivant, entretenir, valoriser le patrimoine. Il y a un objectif qui est évoqué sur les Nations Unies et l'axe développement durable 2030. Dans la nature des actions qui sont présentées, on trouve qu'elles ont majoritairement pas beaucoup de rapport avec la question du développement durable. Bon, ensuite, je ne reviens pas sur l'église Saint-Maurice. En fait, l'idée, c'est que nous, le patrimoine, il est important, le patrimoine architectural, le patrimoine historique. Il ne s'agit pas de se dire qu'on va laisser s'effondrer les bâtiments. On est d'accord là-dessus. C'est juste que quand on compare les masses et les coûts, ce sont des coûts importants. Peut-être que, en l'occurrence, on ne connaît pas les chantiers qui doivent être menés, etc. Donc peut-être que c'est justifié. Je pense que vous nous disiez tout à l'heure. Donc ça, on peut l'entendre. Comprenez que nous, de notre côté, on puisse être un peu choqués des montants quand on les compare à d'autres qui nous paraissent faibles dans d'autres domaines. Voilà. Ensuite, dans cet axe-là sont intégrés les travaux d'entrée de la ville, les voiries de cœur de ville. Je ne sais pas si c'est vraiment pertinent que ce soit relié au patrimoine. Pour nous, c'est de l'entretien de voiries. La mise en sécurité du musée pour 400 000 €, on se demande ce qu'il en est. De même pour la création d'un festival parc et jardin, peut-être qu'on en parlera plus lors du budget ou lorsque vous nous présenterez ces sujets-là en commission. Et il y a un projet qui nous semble manquer, nous, c'est ce projet de ceinture verte. Je sais qu'il y a déjà eu des échanges, j'ai eu l'occasion d'en parler avec certains d'entre vous et puis avec Monsieur Boulard aussi notamment. On a un vrai, pour le coup, un vrai atout, un vrai patrimoine à Sens qu'on a laissé un peu se dégrader. Et il y aurait une action forte à mener là-dedans. Et je suis ravi d'entendre Madame Larcher me dire qu'il y a une étude qui se fait pour revoir notre façon d'envisager les restaurations collectives. C'est vraiment un axe très très puissant pour œuvrer dans beaucoup de directions. Eh bien, ça doit se faire main dans la main aussi, je pense, avec cette réflexion sur une ceinture verte autour de Sens, qui aura aussi des impacts économiques et de relocalisation d'activités, etc., soit dit en passant. Donc c'est vraiment, on peut agir dans beaucoup de dimensions par là. Voilà, donc après il y a la question de soutenir la dynamique économique et démographique. Bon, parler de croissance durable, moi, ça me pose toujours un peu question parce que ça a un côté oxymore. On dit un peu tout et son contraire, mais bon, pourquoi pas. Asseoir le rôle de la ville dans son écosystème, j'ai pas bien compris le sens de cette phrase. Est-ce que ça veut dire que vous voulez retrouver des manœuvres, des marges de manœuvre à l'agglomération où vous avez un peu perdu l'initiative? J'ai pas compris ce que vous vouliez dire par là. Stratégie de promotion de la ville auprès des publics visés. Donc on se demande quels sont les publics visés en l'occurrence. Est-ce qu'on va faire un choix, se tourner plus vers la région parisienne, plus vers la Bourgogne?
Est-ce qu'on vise de faire venir certaines classes sociales plus que d'autres? Est-ce qu'on vise plutôt de l'activité économique et lesquelles? Nous, on pense que, par exemple, il faudrait vraiment remettre en question ce choix de faire de Sens un territoire de logistique, par exemple. Je vous le redis à l'occasion de ce débat d'orientation budgétaire, parce que c'est une vraie orientation prise pour notre territoire, qui a un impact aussi sur l'attractivité. Je ne sais pas si vous avez vu récemment, on a vu que Amazon licenciait massivement à l'échelle mondiale, par exemple. Bon, petit indice. Vous parlez pour les Géo 2024 d'accueillir des délégations, donc c'est assez ponctuel, je trouve, comme impact. Sans doute que ça en aura un, notamment en termes de visibilité, d'attractivité, mais ça reste très ponctuel. Surtout qu'on sera probablement quand même assez en périphérie de l'événement central, je pense. Bon, on verra. Développement des réseaux de pistes cyclables, on a déjà un peu échangé dessus. Il y a là-dessus, nous pensons qu'il faudrait vraiment arriver à avoir une vision globale et d'ensemble, parce que le premier point, il y a la sécurisation, il y a le fait d'avoir des pistes, mais le premier point, c'est les continuités en fait. Tant qu'on n'aura pas de continuité, ce sera pas vraiment en place et utilisable par les habitants, je pense. Voilà, et la refonte de la stratégie d'accueil des nouveaux arrivants, nous, ça nous pose la question, on a l'impression, peut-être que c'est faux, mais qu'il y a aussi pas mal de personnes, de familles notamment, qui choisissent de repartir après quelques années. Je me demandais si vous aviez des chiffres là-dessus ou pas, est-ce qu'on a une action prévue dans le sens de ces publics-là. Voilà. Le choc d'investissement, je termine là-dessus. Donc, vous parlez d'un choc d'investissement. Ça ressemble quand même beaucoup à un choc d'endettement, nous, on trouve, quand on regarde les différentes courbes. Hein, l'endettement par habitant, 716 € en 2017, 434 en 2022. Donc, une tendance positive dont vous avez parlé qui nous donnait des marges de manœuvre. Mais là, si j'ai bien lu, on se projette vers 1420 € d'endettement par habitant en 2026. C'est quand même une augmentation très massive. Moins. C'est moins. Pardon? Ben, c'est ce que j'ai lu dans les tableaux. Alors, Ah oui, d'accord. 2026, oui. À 2026, j'ai vu ça, hein, il me semble. Hein. Bon, d'accord. Donc, ça veut dire multiplier la dette par habitant par 3,5. Donc, et malheureusement, nous, on trouve qu'au vu de ce qu'on a vu du débat d'orientation, on le verra dans le détail du budget, et peut-être que là, ça nous rassurera, mais malheureusement, on n'a pas l'impression que c'est pour mettre en œuvre vraiment les priorités qui doivent être mises en œuvre. Donc, qu'elles soient en termes social, environnemental ou de démocratie, et de plus de démocratie participative dans notre ville. On se pose la question de savoir si vous pensez réellement qu'on pourra continuer sur cette trajectoire-là sans augmenter les impôts. Alors si ce n'est pas dans votre mandat, dans le suivant, est-ce que vous n'allez pas laisser une situation qui sera très compliquée à gérer pour votre successeur? J'avais en conclusion, on trouve qu'il y a quand même beaucoup de grandes formules. Alors encore une fois, bon, vous nous dites que les détails viendront plus tard, mais ça manque un peu de précision. Il y a des objectifs qui sont intéressants. Il y a des belles formules, ça c'est sûr. On espère que vous ne comptez pas continuer la même politique. Il y a des gages que vous donnez de bifurcation et de commencer à aller sur des terrains qui nous semblent intéressants et assez prioritaires. On redoute quand même, nous, cet endettement fort qui nous est promis à nous, habitants de Sens. On espère que ce ne sera pas pour une attractivité un peu fantasmée qui passe beaucoup pour l'instant par du marketing pour nous et assez peu sur la vraie évolution de notre cadre de vie et de ce qui fait l'attractivité concrète d'un territoire pour faire venir de nouveaux habitants, faire venir de nouvelles activités. J'espère que vous nous donnerez tort là-dessus. Bon, il y a des tendances qui sont très très inquiétantes et donc M. Moinet en a parlé tout à l'heure. Parmi elles, il y a la désertification médicale où il va falloir trouver des chemins et là-dessus je vous envie pas parce que c'est pas simple du tout, je comprends bien, mais il faut s'en emparer et trouver des façons de lutter contre ça parce que c'est une vraie plaie à plus d'un titre. L'explosion des coûts, l'inflation, la crise énergétique, l'augmentation des taux, vous en avez parlé, c'est des sujets qui sont assez préoccupants. Donc vous faites le pari d'un choc d'investissement qui est aussi un choc d'endettement en espérant que ça ne nous amène pas dans une situation qui puisse être critique en 2026, on verra.
Et après, on paye quand même aujourd'hui une impréparation totale au changement climatique et même une aggravation lors des dernières années de la situation, et je pense notamment à l'artificialisation des sols, mais en fait on s'aperçoit qu'il y a des mesures qui commencent à être évoquées aujourd'hui, qui auraient dû être prises depuis plusieurs années selon nous. J'espère que vous allez vous y engager vraiment volontairement et de manière décidée pour les faire vite, et que ce ne sera pas que des mots creux. Toutes les crises, elles étaient clairement annoncées, hein. L'explosion des coûts de l'énergie, on n'a pas eu l'impression qu'elle était plus anticipée que ça, alors qu'on la sentait venir. Gouverner, c'est prévoir. Je pense que là, on est dans un temps où il faut vraiment le montrer qu'on prend cet adage à cœur. Vous avez été élu en 2020 avec 35% des votants, c'était un peu plus, dans les 3000 personnes, autour de 3000 personnes sur 27 000 habitants. Néanmoins, ça dénote, et nous n'avons pas beaucoup plus de voix que vous, sinon nous serions élus à votre place, hein, j'en ai bien conscience. Mais néanmoins, ça démontre qu'il y a un détachement des citoyens pour la chose politique. Et nous, face à ça, je pense qu'il est important de mettre en place une démarche pour permettre aux habitants de se saisir de la gestion de leur ville. Vous disiez que vous n'étiez pas encore à la codécision. Je pense qu'il faut vraiment réfléchir à comment on fait pour aller vers ça, parce que je ne vois pas comment on peut réenchanter la politique, redonner du sens à la politique sans passer par ce genre de démarche-là. C'est un saut de confiance, mais il marche bien. Voilà, il faut sortir des projets tout faits, développer une véritable démocratie participative. Je vois que vous reprenez la diffusion de ce conseil municipal. Je pense que c'est aussi un bon pas dans cette direction-là. Voilà, nous aimerions faire des Sénonais des acteurs de la ville de demain, plutôt au sens une ville par tous et pour tous. Et on a l'impression que pour l'instant, ce n'est pas encore le cap de votre projet pour la ville. Merci.